Bonjour Johan. Bonjour, je parle en Oui, c'est ça. ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur donc de Spirou et Fantasio depuis quelques années. Après 5 albums, vous êtes à l'aise avec Spirou maintenant? Pas encore véritablement, de toute façon. Je pense que c'est plutôt une bonne chose de pas être, de se sentir trop à l'aise comme ça à chaque album. En fait, chaque album, c'est un nouveau départ. On renoue avec les personnages, on redécouvre un peu l'univers. On essaie de faire en sorte que chaque album soit différent, de manière à ce que les gens ne s'ennuient pas. Donc à chaque fois, on confronte nos personnages à des situations qui sont différentes, donc on les réinvente un petit peu d'une certaine manière. Jean-Ry, qui a dessiné Spirou avant moi, lui disait qu'il s'est senti à l'aise sur Spirou et Fantasio qu'au bout du 6e ou 7e album. Comment s'est opéré le changement de style de dessin finalement quand on vous a demandé de reprendre la série, entre le one-shot et la série? Le changement n'a pas été très très compliqué. En fait, le plus compliqué pour moi, ça a été de mettre au point le Spirou du one-shot, les géants pétrifiés, puisque donc l'idée, le principe de la collection Spirou vu par, c'est que chaque dessinateur ou auteur qui va travailler sur Spirou l'interprète, donne sa patte personnelle. Donc effectivement, le Spirou des géants pétrifiés est quelque part le Spirou, mon interprétation la plus personnelle de Spirou, quoi. Et quand on nous a proposé de reprendre la série classique, de manière à renouer avec les lecteurs de la série classique et de ne pas les effrayer trop, l'éditeur nous a expressément demandé de plutôt revenir sur un dessin classique, donc le dessin plus rond, avec un Spirou plus dans la descendance de Franquin, Tom et Jean-Ry, Fournier, etc. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas été si compliqué que ça, parce qu'en fait, quand j'étais petit, je m'amusais à dessiner ces Spirous-là, les Spirous de Franquin, et tout ça. Donc c'était pas très compliqué. De plus, c'était surtout une histoire de cosmétique, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le papier d'emballage, quoi. Le dessin sur Spirou, c'est un petit peu le papier d'emballage autour du cadeau. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. En reprenant également le costume de Groom. Oui, alors le costume de Groom, ça c'était un gimmick qu'on s'est amusé finalement et qu'on a décidé de reprendre, alors que dans les géants pétrifiés, on l'avait vraiment mis de côté. On a décidé de remettre le costume de Groom parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu comme Batman ou Superman, c'était son image, quoi. C'était l'image la plus forte de Spirou, celle avec laquelle il est le plus reconnaissable, c'est évidemment le petit chapeau. Mais le petit chapeau tout seul, ça fait un peu idiot, un type qui se promène dans la rue avec juste un calot de Groom, ça fait un peu étrange. Donc on a décidé de lui remettre l'uniforme entièrement. Alors, on a décidé ça pour plusieurs raisons. Donc déjà, l'identification du personnage immédiate, son identité à travers ça. Et aussi parce que ça nous a permis de mettre en place une petite série de running gags où dans chaque album, Spirou est obligé de porter son costume. C'est-à-dire qu'il démarre l'album en disant ouais, là j'en ai marre, ça y est, je sors du boulot, j'enlève mon costume, etc. Et bing, il lui arrive quelque chose où il est obligé d'avoir son costume. Alors à chaque fois, on essaie de trouver une raison rigolote pour que Spirou, ça ajoute un petit, c'est une sorte de petit running gag, un petit rendez-vous qu'on donne au lecteur à travers ce costume. Moderniser la série, c'est un choix de vous deux, Fabien Wellman et vous, ou de l'éditeur plus? Moderniser la série, elle a toujours été moderne. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sens où Spirou et Fantasio ont toujours été des personnages contemporains de l'époque dans laquelle ils étaient dessinés. Le Spirou de Franquin l'a dessiné depuis 1948 jusqu'à 1969. Il a dessiné un Spirou qui avait sa place dans son époque, dans les années 50 et dans les années 60. Fournier a dessiné le Spirou des années 70, Tom et Jean-Ry le Spirou des années 80-90, Morvan Munuera des années 90-2000, et nous on a repris le Spirou des années 2010, quoi. Spirou a toujours été ancré dans son époque, c'est ce qui fait un attrait particulier, puisque bon, évidemment des personnages comme Lucky Luke ou Blake et Mortimer, eux, sont prisonniers de leur époque. On ne peut pas les voir évoluer. Alors il va y avoir un très petit laps de temps dans leur évolution, mais on n'imagine pas Blake et Mortimer dans les années 60 par exemple.
Vous habitez à proximité de Fabien Wellman, à Nantes. Oui. Est-ce que ça facilite le travail? Vous voyez beaucoup au sujet de Spirou et Fantasio? On se voit le plus souvent possible, évidemment, pour travailler, et le fait que Fabien soit sur Nantes, c'est plus simple pour se voir. On est plus, comment dire, il a plus à portée de main, on va dire. Maintenant, Fabien est quelqu'un de très très occupé, il a aussi énormément de projets, donc voilà, il consacre le temps que chacun de ses projets nécessite. Et vous, de votre côté, comment arrivez-vous à gérer les petits récits pour le journal de Spirou, les couvertures que l'on vous demande, et votre avancée sur les grandes aventures? Je gère un peu comme je peux, c'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, le journal a besoin, pour une thématique particulière, d'une couverture spéciale, d'une histoire courte, pour un rendez-vous précis. Donc, dans ce cas-là, je mets en pause l'album en cours, et puis le temps de réaliser quelques menus travaux pour le journal. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un travail à plein temps. De travailler sur Spirou, il n'y a pas seulement l'album, il y a aussi le journal qui demande des choses, plus éventuellement quand il y a des expositions, faire une affiche, faire une scénographie, plus le marketing de temps en temps qui demande des dessins pour telle ou telle occasion. C'est un vrai travail à plein temps. Donc en moyenne, le tarif payé pour une planche de bande dessinée, c'est 300 €, c'est ça? Je ne sais pas trop le tarif moyen. Pour une planche de bande dessinée, moi je connais notre tarif sur Spirou, mais pour Spirou justement, c'est aux alentours de 500 €? C'est aux alentours de... je crois que nous, on est un petit peu plus que ça. D'accord. Est-ce que vous voyez faire Spirou encore très longtemps? En fait, on en parle de temps en temps avec Fabien, et on se dit que tant qu'on aura des idées, des envies pour Spirou, qu'on aura l'impression d'avoir encore des choses à dire sur la série, on continuera. Là, on vient de re-signer un contrat de 5 ans, donc qui a pris effet au mois de mars. Donc voilà, on est là pour 5 ans, on est de nouveau sur Spirou. L'idée étant de faire, dans l'idéal, un album par an, mais c'est assez compliqué. Là, on va tricher un petit peu parce qu'on va sortir un album d'histoire courte qui va compiler justement tous les récits courts parus dans le journal depuis qu'on a repris la série. Cet album devrait sortir là début 2017. Et puis la suite sera un vrai long album de Spirou. Donc un album qui sera numéroté dans la série Spirou et Fantasio. Alors l'album d'histoire courte, on ne sait pas trop encore, on est en train de débattre. On va discuter, d'accord. Fred Blanchard, designer de la série, travaille toujours avec vous? Oui. Quand on a besoin de lui, on fait appel à lui. Il se peut aussi qu'il y ait des albums où on n'ait pas besoin de lui, parce que en fait sa collaboration a surtout lieu sur des véhicules militaires ou des designs de science-fiction, un peu des véhicules de l'espace, des scaphandriers, des trucs comme ça. Et tous les albums ne se passent pas dans ces univers-là. Mais bon, si on a aussi besoin, on fait appel à lui. À ce propos, combien de temps vous prend la création d'un album? On va dire, dans l'idéal, c'est 8-10 mois. D'accord, 8-10 mois. Et reprendre Gaston Lagaffe, on a vu que vous l'avez repris dans le groupe de Sniper Alley. Oui, on fait un clin d'œil à Gaston. Ouais. Le reprendre plus souvent, c'est non? Pour le moment, c'est non. Dans la mesure où, de toute manière, les ayants droit de Franquin n'ont pas donné leur feu vert à une reprise de Gaston, et il semblerait que même Franquin s'y opposait. Donc, voilà, à moins que les choses évoluent, mais pour le moment, là-dessus, c'est bloqué. Et puis, il se pose encore une autre question, est-ce qu'il faut reprendre Gaston à l'heure actuelle, quoi? Est-ce qu'on imagine Gaston Lagaffe en l'an 2000 est-ce qu'on le met en l'an 2000 avec son téléphone portable, son ordinateur, sa voiture électrique? Est-ce qu'il peut encore se permettre d'avoir sa teuf polluante et ses systèmes au gazogène à essence? Est-ce que les valeurs que véhiculait Gaston à l'époque de Franquin dans les années 60, 70, 80, de héros sans emploi, contre-productif pour l'entreprise, etc. Est-ce qu'aujourd'hui un personnage comme ça
a encore un écho chez les jeunes. Est-ce qu'un personnage qui est désintéressé par l'argent, qui est un peu poète, etc., ça a encore un public? La question est à se poser. Est-ce qu'on lui laisse se porter des espadrilles? Parce que personne ne porte d'espadrilles de nos jours. Est-ce qu'on lui laisse son vieux pull vert? Est-ce qu'on lui change sa coupe de cheveux? Est-ce que, voilà, c'est quoi Gaston Lagaffe aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un vieux ringard ou est-ce qu'il a encore une place? Est-ce que vous avez rencontré Franquin, Fournier ou... Mick Broca. Oui. Est-ce que vous les avez rencontrés À peu près, j'en ai rencontré beaucoup d'anciens dessinateurs de Spirou, sauf Franquin et JG, bien entendu, puisque j'ai dessiné il y a longtemps. Oui. Franquin, lui, malheureusement, nous a quittés l'année où j'ai sorti mon premier album de bande dessinée en 97, donc j'étais démarré tout juste. Oui. Et donc, voilà, c'est un peu mon regret éternel de ne jamais avoir rencontré Franquin. Par contre, effectivement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Fournier, avec qui j'ai de bons rapports, Jean-Ry, qui est un de mes très bons amis, Morvan et Munera aussi, on est assez proches. Voilà. Et donc, il vous donne des conseils parfois ou... Non, parce que il y a, enfin oui et non. Oui, on parle de Spirou en général, on parle chacun de la vision de l'autre, mais on va, je pense, jamais se permettre. En tout cas, eux, ils ne se sont jamais permis vraiment de nous donner des conseils. Parce qu'il y a aussi le fait que chaque auteur qui a repris Spirou, il a apporté beaucoup de sa personnalité. Donc il y a quelque chose de très 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 subjectif dans le fait de reprendre Spirou et de le dessiner et de l'animer. On y met beaucoup de soi-même. Donc des fois, il y a le conseil, on va dire, technique, professionnel, pour la signature de contrat, pour les rapports avec les éditeurs, pour le rythme de travail, pour est-ce que tu dessines à la plume au pinceau. Mais après, pour ce qui est du personnage de Spirou, il y a une sorte de timidité, parce que ça reviendrait à dire « fais comme moi j'ai fait ». Moi, j'avais la bonne vision. Et voilà, je pense qu'on est un petit peu sur la réserve à chaque fois qu'on parle un petit peu de ça. On peut aborder la vision qu'avait l'autre de Spirou, hein, mais on s'aperçoit assez vite qu'on n'a pas tout à fait chacun eu la même vision du personnage. Quand vous travaillez sur un album, vous commencez par des recherches, par des croquis, vous faites un storyboard très détaillé. Est-ce que vous pouvez les étapes de création, elles démarrent d'abord par trouver les idées d'un album, c'est-à-dire on balance sur le papier, on se voit avec Fabien, on fait une réunion et on balance plusieurs idées. On se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, le prochain album, j'avais pensé à un truc là, je sais pas, une chasse au trésor, ou alors Spirou se fait enlever sur une île, ou alors un truc avec des monstres marins, ou je sais pas trop quoi. On balance différentes idées. Sur ces idées-là, il y en a une qui va retenir plus ou moins notre attention. On va dire ah oui, celle-là, ce serait pas mal, on pourrait faire ça. Et puis il pourrait y avoir ce personnage. Et de fil en aiguille, on tire comme ça la pelote et on noue quelque chose, quoi. On tisse quelque chose à partir de là. On parle beaucoup, on rigole beaucoup, surtout on essaie de trouver des situations marrantes. Moi, au fur et à mesure, je dessine des nouveaux personnages quand il y a besoin. Quand ça arrive au niveau de la conversation, je m'amuse à faire des croquis en même temps que Fabien me raconte des choses. Je dis ah tiens, ce personnage il pourrait être comme ça, et puis ce serait un mélange de Schwarzenegger et de je sais pas quoi, et boum, et donc on fait un truc marrant, et puis ça lui fait penser à autre chose, du coup il rebondit sur une autre idée. Donc on avance comme ça. Fabien note tout, et puis après il rentre chez lui, et puis là il fait le tri. Il écrème, parce que ça n'en a que 46 pages, et il faut faire tout tenir sur 46 pages, c'est finalement assez peu. Et dans ces cas-là, après il nous envoie à moi et à l'éditeur une première version du scénario, un premier synopsis, on va dire, complet de l'histoire, avec les différentes structures, la construction. Et là, nous, on va réagir sur cette première proposition en posant des questions, en questionnant le scénario, en disant oui, alors là, il y a tel moment, il se passe ça, mais est-ce que c'est pas un petit peu long? Est-ce que là, par contre, ce personnage-là, tu penses qu'il réagirait comme ça? Est-ce que s'il faisait comme ça, ce serait pas mieux? Est-ce que ceci, ce serait pas plus drôle? Parce que voilà, on pose des questions et Fabien reprend en compte tout ça et propose une deuxième version. Souvent, ça s'arrête là. Après, la deuxième version, souvent, est très bien, on rigole bien en lisant l'histoire, et là, à partir de ce moment-là, moi, je travaille sur le storyboard. Fabien a d'abord écrit le scénario, donc détaillé, page par page, case par case. Donc je reçois quelque chose qui est tapé. Et là, à partir de ça, moi, je fais le découpage, le storyboard. Donc je propose des séquences dessinées et que j'envoie à l'éditeur et à Fabien et à Fred Blanchard aussi.
ils m'envoient leurs impressions, leurs remarques, leurs critiques. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que là c'est trop serré? Est-ce que là j'aurais dû faire un plan plus large? Est-ce que ceci, cela? Et je corrige, et ensuite je fais le crayonné, que je renvoie aussi pour validation, et ensuite je fais l'ancrage. Et ensuite c'est envoyé à la coloriste Laurence Croix. D'accord. Et Prépublié dans le journal, voilà. Ouais. De quel personnage de Spirou vous sentez-vous le plus proche? Petite question. Petite question, j'aime bien tous les personnages. Après, il y a des personnages que j'aime, pour lesquels j'ai plus de tendresse que d'autres, enfin plus ou moins. Hein. Et j'adore Champignac, par exemple, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Zorglub aussi, je me sens très proche de Zorglub, il est très, très maladroit, puis il est un peu couillon des fois. Et voilà, c'est des personnages comme ça. Ouais. D'accord. Donc on est ici aux Utopiales à Nantes, ouais. Festival de science-fiction, univers finalement dans lequel Spirou est parfois confronté comme les univers de Zorglub, les diverses inventions de Zorglub. Et la thématique des machines de cette année est encore plus présente finalement dans Spirou avec différentes machines. Est-ce que vous réfléchissez toujours à de nouvelles inventions dans Spirou, à des choses innovantes? Oui, on y réfléchit évidemment. Voilà, Zorglub, Champignac sont des inventeurs. Franquin s'intéressait assez fort à la science de son époque, surtout dans les années 50-60. Hein. On sait qu'il était lecteur de Science et Vie, ou de Science et Avenir, je ne sais plus quel était le titre exactement de ce magazine, mais enfin bon, un magazine scientifique dans lequel, en fait, on a retrouvé des couvertures sur lesquelles il y avait des Zorglub mobiles, mais c'était avant qu'il dessine des Zorglub, ça l'a inspiré, quoi, des sous-marins de Champignac qui vont dans l'eau, etc. Donc effectivement, l'approche de la science, c'est quelque chose qui est présent, omniprésent dans Spirou, la plupart du temps, dès que Champignac et Zorglub sont évidemment en cause. Donc nous on adore ça, on s'amuse beaucoup avec ça. On a imaginé sur par exemple la face cachée du Z une base de Zorglub qui serait une sorte de parc d'attractions pour milliardaires avec des attractions complètement folles, une espèce de montagne russe en apesanteur, un stade de basket en apesanteur aussi. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des choses, alors je ne sais pas si ça pourra exister, si ça a un intérêt que ça existe, mais en même temps, pour nous, c'est un prétexte à décrire des trucs assez rigolos, quoi. Donc c'est ce qui nous plaît bien. Donc quand vous étiez jeune, vous lisiez Spirou, ça je l'ai lu, mais est-ce que vous lisiez Tintin et Astérix parfois? Oui. À travers Pilote. Oui. Alors je lisais Tintin, j'avais les albums de Tintin, des albums reliés. Le journal de Tintin, j'ai dû le lire une période. Et comme il s'est arrêté en fait assez vite, voilà, ça s'est arrêté, voilà, j'ai plus, et pour cause. Et Astérix, par contre, ça fait partie de mes lectures, en même temps que Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe, quand j'étais enfant, chez mes grands-parents, mes oncles et tantes, il y avait systématiquement Astérix, Lucky Luke, Gaston, et donc ça, je les ai lus tout petit, ouais. Vous dites que vous aimez modérément le contact avec le public. Est-ce que c'est valable aussi pour les festivals? Parce que vous faites quand même certains grands festivals. Oui. Il y a c'est comment dire, le contact avec le public, il est nécessaire. Donc voilà. Ça fait partie de notre métier aussi, on doit aller faire la promotion de nos albums, on doit aller rencontrer les gens. Là où je suis un petit peu plus embêté, je suis content quand je rencontre des gens qui viennent et qui découvrent pour la première fois nos albums. Quand je vois des enfants qui sont là, fans de Spirou et qui ont envie d'un petit dessin, et je suis vraiment ravi de voir ça. Là où je suis là où c'est moins marrant, c'est quand je me retrouve toujours avec les mêmes collectionneurs qui squattent la table de dédicaces pour avoir la 12e dédicace dans un album. Voilà, c'est beaucoup moins marrant. Mais bon, voilà, et c'est pas grave, c'est pas un crime de faire ça non plus, ils ont le droit, et c'est même c'est une passion comme une autre. Hein. Moi, j'ai d'autres passions dans la vie, mais voilà, disons, pour moi, c'est moins intéressant. Est-ce que vous pourriez me citer dans Spirou une machine pour explorer, une machine pour transformer, une machine pour servir et une machine extraordinaire? Donc en fait, c'est les 3 thèmes cette année qui sont les utopiales. D'accord. Donc pour explorer. Bon, une machine pour explorer, tout simplement le sous-marin de Champignac, le sous-marin de poche. Pour transformer.
Machine pour transformer. Machine pour transformer. C'est peut-être pas une machine, peut-être plutôt une potion qu'il y avait chez Champignac qui fait grandir, c'est-à-dire qui fait vieillir en fait, qui accélère le vieillissement. Pour servir? Bon, je dirais la Zorglu mobile par exemple. Et une machine extraordinaire cette fois-ci. Une machine extraordinaire. Il y a une machine extraordinaire dans Spirou et Fantasio. Dans la période de Tom et Jean-Ry, il y a la machine à remonter le temps qu'a inventé le petit neveu du comte de Champignac, voilà, qui voyage aussi bien dans le futur que dans le passé. J'ai lu que vous chantiez dans un groupe de rock, c'est ça? Ouais. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Quand on nous propose, on se déplace. D'accord, donc vous faites des concerts? Oui, on fait des concerts. Ouais. Donc la vie à Nantes vous convient? La vie à Nantes me ravit. Ça fait 20 ans que je suis ici et je suis très très content de vivre à Nantes. Vous avez réalisé un Bob Moran avec Conrad et Yann, ouais, ça? Oui, alors c'est pas exactement un Bob Moran, c'est Bob Maron. C'est une parodie de Bob Moran. D'accord. C'est un Bob Moran humoristique un peu trash, où Bob Moran et son ami Bill Galantine sont en couple et ils vivent des aventures. Voilà. L'aventure est terminée pour Bob Maron? Alors en ce qui me concerne, oui. Après, je connais pas les projets de Yann et Conrad pour la série. Je pense que s'ils ont envie d'en faire d'autres, ils en feront d'autres sans aucun problème. Mais bon, voilà, je ne suis plus en contact avec eux, donc je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire. Est-ce que vous savez où en est l'adaptation de Spirou et Fantasio au cinéma? Non, je me pose la question. Non, ça a été fait il y a plusieurs années de ça. Ouais. Non, je ne sais pas du tout. Il y a à peu près peut-être 1 ou 2 ans. Il y a même plus que ça. Je ne sais pas du tout. De toute manière, quand ce projet a vu le jour, Fabien et moi, on n'était pas du tout consultés pour ça. Nous, on s'occupe véritablement que de la bande dessinée et pour tout ce qui est audiovisuel, en théorie, sauf si un de nos albums à nous précisément est adapté, on n'est pas consulté pour ça. Est-ce qu'on vous informe de l'avancée du parc Spirou dans la Non. région non plus? Non plus. D'accord. Vous auriez envie de faire quelque chose, une autre série, si on vous le proposait, ou Non. quelque chose de différent? Non, maintenant, si j'avais d'autres envies que Spirou, ce serait de travailler sur mes projets à moi personnels. Donc là, je sais qu'entre 2 albums de Spirou, là, je vais terminer une bande dessinée que j'ai commencée avec Olivier Texier, qui va sortir au Lombard, qui s'appelle Les Captains. C'est une bande dessinée avec des super-héros qui ont des pouvoirs un petit peu nuls, donc c'est une bande dessinée rigolote. On va sortir ça en 2017. Et reprendre une autre série comme Astérix, Lucky Luke, il y a d'autres exemples. Si on vous le proposait et que vous aviez le temps, vous feriez pas ça? Bon, peut-être sur un album, peut-être un album d'Astérix, ça m'amuserait de le faire, ou Lucky Luke éventuellement, si on me laisse en plus comme le premier one-shot de Spirou, interpréter un peu le personnage, quoi. Mais pourquoi pas, mais sinon voilà. Vous préférez travailler sur vos propres projets si vous ouais, aviez du temps? Oui, je pense que par le futur, quand on arrêtera Spirou, je pense que j'aurai surtout envie de travailler sur mes projets personnels. Alors on va parler du prochain Spirou. Cette image est sortie, vous en êtes où dans sa création? Elle est terminée. Alors cette image, elle sort d'une histoire courte, d'un récit court de 8 pages. Ah, d'accord, voilà. Donc c'est pas l'album long, c'est l'album d'histoire courte que je viens de terminer en fait. D'accord, donc vous rajoutez de nouvelles histoires courtes. Oui, mais il va y en avoir qui ne sont pas encore parus dans le journal de Spirou. Mais qui vont quand même paraître. Je sais pas, sûrement. De toute manière, en général, ils les utilisent tous. Et donc, la prochaine aventure sera une aventure liée au nazisme. C'est bien. J'aime beaucoup ça parce qu'on a laissé un espèce de titre en suspension et chacun projette ce qu'il veut dans ce truc-là, un abominable cauchemar nazi. Voilà, on est content parce qu'on a assez suscité l'attention des gens là-dessus. Et ben vous le saurez en lisant le prochain album. Donc l'album, sa création est terminée? Non, pas encore. On est en plein. On a la thématique, on sait de quoi ça va parler. On en est à l'étape où, ça y est, on a discuté avec Fabien, on a trouvé plein d'idées, des trucs marrants, et Fabien commence à écrire maintenant véritablement l'album. Ah d'accord, donc c'est encore à l'étape du scénario? C'est encore à l'étape du scénario, ouais. D'accord. Moi j'ai fait quelques croquis de personnages, choses comme ça, mais je suppose que j'en aurai encore beaucoup d'autres à faire. Pas de date de sortie prévue du coup?
2017, on 2017. espère, mais plutôt fin d'année. D'accord. Merci beaucoup, Johan, d'avoir répondu à mes merci à questions. vous.